Culture Soccer. Donc, bienvenue au 18e épisode de Culture Soccer. Vous avez votre animateur, Ali Raphaël, ici avec vous. Je suis rejoint cette fois-ci par... on a fait en sorte d'être tous les rédacteurs en chef de Culture Soccer sur le même podcast pour la première fois depuis longtemps. Donc, en premier, Anthony, salut, ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va. Et toi, Antoine, ça va bien? Salut, ça va très très bien. Ouais, donc c'est ça. Donc, on a décidé de regarder tout ça et de faire un petit compte-rendu sur ce qui se passe en MLS. C'est sûr que, bien évidemment, pour ceux qui ont suivi un peu de ce qui se passe sur MLS, il y a eu la fin du premier mercato qui a fermé ses portes le 8 mai. Et il y a eu plusieurs transactions qui ont été faites à partir du 6 mai. Et on a voulu revenir un peu là-dessus. Donc, en premier, on va juste les nommer juste assez vite. Il y en a eu plusieurs, mais c'est bien que nos éditeurs soient au courant de tout ce qui s'est passé. Si on commence par je vais nommer juste les 3 derniers jours. Donc, le 6 mai, il y a Columbus qui a reçu David Guzman des Timbers. Ça, c'est déjà un milieu de terrain qui est quand même assez intéressant à voir. Après, on a eu toujours le 6 mai, on a eu Brian Fernandez qui est venu à Portland, un attaquant argentin qui est venu rejoindre les Timbers. On s'attendait à ce qu'il y ait un attaquant, on en avait parlé, je pense, dans les anciens épisodes de Culture Soccer, comme quoi il manquait ce numéro 9. Puis ils l'ont eu avec Brian Fernandez. On en parlera un peu plus tard. Puis après, il y a eu le 7 mai. On a eu Seattle, le club cher à Antoine Latran, qui a signé en tant que joueur désigné Xavier Arriaga, l'équatorien Xavier Arriaga, ainsi que le retour de Jovin Jones, qui était anciennement avec Seattle aussi. Je suis sûr qu'Antoine va nous en parler un peu plus tard. Puis après, il y a eu un fameux échange qui a fait couler beaucoup d'encre, en fait. C'est l'échange entre Atlanta et Columbus, où Columbus a envoyé un peu son Irakien chéri, Justin Meram, à Atlanta. On s'y attendait pas, en tout cas moi je m'y attendais pas du tout. C'est quand même intéressant de voir ça. D'un autre côté, après coup, Columbus a échangé pour David Accam de Philadelphie. Donc, David Accam, ça faisait 2 ans qu'il jouait pas très bien, mais qui a réussi à être assez bon cette année avec Philadelphie. Donc, on va voir ce que ça va donner de ce point de vue-là. Aussi, Jonathan Lewis, le jeune Jonathan Lewis qui a 21 ans, a été échangé à Colorado en provenance de New York City FC. Donc, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. Et puis, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Oui, il y a le Galaxy qui a signé l'Argentin Fabio Alvarez aussi. Puis, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres transferts que vous aimeriez ajouter. J'ai oublié quelque chose, Antoine? Je crois que tu as dit à peu près tout. Après, Colorado a aussi eu Aboubakar de... Oui, c'est ça, j'allais dire, effectivement. Ouais, Colorado a eu aussi Lalas Aboubakar de Columbus. Donc, si on regarde bien, la plupart des transferts ont été faits avec Columbus. Columbus a beaucoup bougé. Et Colorado, en échange de Fell Harbour, a reçu un défenseur central que je ne connais pas vraiment, qui s'appelle Abdul Rabiaye, qui était dans le trade avec Fell Harbour. Et j'avoue que je ne pourrais pas trop parler de lui parce que je ne le connais pas très bien. Mais donc voilà, ils ont récupéré un défenseur central. Oui, Benny Fellhaber, c'est un retour aux sources pour Benny Fellhaber qui revient là où il a eu le plus de succès avec Kansas City. Ouais, et puis c'est très malin de la part de Kansas parce qu'ils ont plein de blessés. Pourquoi pas ramener un mec qui connaît déjà tout le club? C'est vraiment pas mal niveau confiance pour lui. Exactement, et j'aimerais ajouter aussi un qui s'est passé un peu plus tôt, peut-être 5-6 jours avant, parce que c'est je pense, un très très gros échange avec Chicago qui a reçu Francisco Calvo de Minnesota. J'aimerais aussi qu'on en parle un peu parce que c'est quand même un gros nom un international costaricien qui va directement renforcer le Fire de Chicago qui avait besoin de renfort en défense. Donc bref, donc on va commencer déjà. Commençons donc
on va poser des petites questions par rapport à ça. En premier, vous pensez qui a vraiment fait le meilleur deal? Là? Quelle équipe pour vous c'est le plus renforcé? Commençons par Anthony, par exemple. Ben moi, quand je vois ces échanges-là, j'ai l'impression que le crew, si Akam retrouve son niveau de Chicago, ça va pouvoir être assez un bon club là, avec Akam à gauche, Zardes en tant que buteur, Pedro Santos à droite, et puis David Guzman qui vient solidifier le milieu là, avec Federico Higuaín et Will Trapp. Là, ça va pouvoir faire quelques dommages. J'ose espérer qu'il ne va pas y avoir de blessés en défense parce que sinon la perte de Lalas Abubakar pourrait faire très mal. Mais pour moi, c'est ça. Je vois le crew là, ça va être solidifié beaucoup. Mais c'est ça, comme je l'ai dit, Abubakar qui a quand même débuté 20 rencontres la saison dernière, là, mais ne semblait plus vraiment rentrer dans le projet de Caleb Porter en ce début de saison. Donc oui, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Pour moi, ouais, le Akam, c'est vraiment une bonne idée. En plus, voilà, Meram n'a jamais vraiment été bon depuis qu'il est revenu. Il est parti, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 2 ans de Columbus, puis il est parti à Orlando 1 an, il était très moyen, puis à Columbus cette année encore, vraiment en deçà. Et là, déjà, tu as un attaquant de pointe, Zardes, qui peut faire le travail. Tu as Pedro Santos et Higuaín qui peuvent donner de bons ballons. Et je trouve qu'avec Akam à gauche, ça peut apporter vraiment un truc qu'ils n'ont pas. C'est un mec qui va vraiment faire la différence sur une action de jeu ou sur une belle accélération. Oui. Donc, ouais, je suis vraiment parlant. Je trouve que par rapport à Meram, ils ont mis le prix. Il n'était pas gratuit. Je vais essayer de le retrouver dans mes notes. Je crois que j'avais marqué le prix qui était de près de 500 000 en argent d'allocation plus une place d'international qui vaut assez cher. Donc, franchement, pour moi, c'est vraiment une amélioration par rapport à Meram. Ben, tu sais, je suis d'accord qu'effectivement, Akam, dans ses meilleurs jours, est un excellent joueur. Et il faut dire qu'au début de l'année, que cette année, en 2019, il a été très bon. Par contre, moi, ces gros trous d'air pendant 2 ans, en 2018 et 2017, ça me fait un peu peur. Surtout que j'ai pas trouvé si mauvais que ça Robinho sur le côté gauche qui a été acquis cette année par le crew de Columbus. Bon, il n'a pas de grosses stats, il n'a pas marqué de but. Par contre, il a 2 passes décisives. Et les 2, je pense, si je me trompe pas, pour Zardes, les 2 passes décisives. En tout cas, j'ai bien aimé le fait, parce que déjà, Pedro Santos est quelqu'un qui tente beaucoup sa chance. Zardes est quelqu'un, on s'entend, c'est un attaquant, il va tenter sa chance. Higuaín est là pour créer le jeu. Donc, quelqu'un de complémentaire comme ça, qui prend pas beaucoup d'espace et qui est beaucoup plus collectif qu'individuel, comme Robinho. Je pense aussi que c'était bien. Après, c'est toujours cool d'avoir aussi une autre option comme David Akam, mais j'espère que Robinho va quand même avoir des minutes de jeu parce que c'est sûr que c'est dommage pour le petit jeune brésilien de plus avoir des minutes de jeu. Pour ce qui est de Guzman, j'aime beaucoup ça parce que selon moi, au milieu de terrain entre Trapp et Arthur, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui pouvaient venir prendre la place de ces 2 joueurs-là. On parle de Ricardo Clark, puis il n'y avait pas grand monde ou sinon qui pouvait venir au milieu de terrain. Luis Argudo a été bof. Donc maintenant, c'est David Guzman qui sera là et je pense que c'est vraiment un très, très gros renfort pour Columbus. Ouais, c'est d'accord pour Guzman. Et du côté de l'Union qui a perdu Akam, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont eu parce qu'ils ont quand même su bien négocier. Je parlais du montant qu'ils ont reçu. Et apparemment, le joueur qu'ils avaient fait arriver en prêt cet hiver, Monteiro, pour l'avoir en fin d'année après le prêt, il fallait qu'ils débloquent de l'argent pour essayer de l'acheter. Et apparemment, l'argent qu'ils ont récolté avec Akam, dans 2 mois, sera réinvesti sur Monteiro, qui fait un plutôt bon début de saison. Donc, c'est bien joué de la part de l'Union aussi. Et pour parler aussi de là où est parti Justin Meram, à Atlanta, je trouve qu'Atlanta fait aussi une super affaire parce que 100 000 $, c'est vraiment pas grand-chose pour un attaquant comme Meram, même si les 2 dernières années, il n'a pas prouvé grand-chose. Là, ils le prennent vraiment que pour remplacer Barco, pendant que Barco est à la Coupe du Monde moins 20 ans, et peut-être après pour jouer des bouts de match. Et je trouve que 100 000 $, c'est vraiment pas grand-chose pour un attaquant de son envergure. Oui, vas-y, Anthony. Oui, je voulais juste revenir un peu sur Philadelphie. Là, avec le départ de David Akam, ils ont aussi recruté là, un jeune de la réserve, là, Michi Ngalina. C'est un espoir congolais. Et en 2018, là, il avait été nommé dans le 20 Under 20
2018, c'est-à-dire les 20 meilleurs joueurs âgés de moins de 20 ans. Donc, c'était l'un des meilleurs espoirs en USL. D'ailleurs, là, en 2018, il avait inscrit 7 buts et avait distribué là, deux passes décisives. Et vraiment, là, en ce début de saison, il semblait un peu plus en forme en ayant inscrit 3 buts en 7 départs. Donc, ça va vraiment racheter de la profondeur dans l'effectif. Et je crois que c'est pas trop mal. Là. Je crois que Philadelphie a décidé d'y aller avec sa réserve qui, depuis quelques années, va très bien. Là. Oui, effectivement, à Philadelphie, déjà, qui a un excellent début de saison, qui est en date d'aujourd'hui, le 11 mai, en première position dans l'Est, qui l'aurait cru, mais vraiment un excellent début de saison. Et en plus, leur joueur désigné, Marco Fabian, n'a pas encore montré tout son talent, d'après moi. Il y a encore une marge de progression, le temps qu'il ait des automatismes avec tout le monde. Ça peut quand même faire mal si le collectif suit ce que Fabian est capable d'offrir. Est-ce qu'il y a une autre équipe, Antoine, à part Columbus, dont tu aimerais parler, qui s'est renforcée selon toi? C'est un peu facile, mais Seattle n'a perdu personne et ils ont gagné 2 joueurs. Donc, niveau renfort, forcément, ils sont dans la discussion. Tu as parlé de Jovan Jones qui revient après 1 an et demi en Allemagne. C'est vraiment un choix étrange, même s'il a déjà joué en club, puisqu'on pourrait croire qu'on a 2 déjà très bons arrière-gauche avec nous et Brad Smith, qui est vraiment un des meilleurs arrière-gauche de la ligue depuis cette saison. Il fait vraiment des excellents matchs. Mais le truc, c'est que Brad Smith peut partir cet été parce qu'il est en prêt de Bournemouth et apparemment l'option d'achat est assez chère et donc un peu trop pour Seattle. Donc il y a moyen qu'il parte cet été et même s'il reste, lui était un peu courtisé en France cet hiver, donc il y a moyen qu'il parte aussi cet été. Donc c'est pas mal d'avoir fait revenir Jovan Jones qui a que 28 ans. Moi je pensais 27 ans, pardon, je croyais qu'il était un peu plus vieux moi. Et donc c'est pas mal. En plus il peut jouer devant. Il est très rapide, donc devant, sachant qu'à gauche on a Harry Shipp que vous connaissez de Montréal et Victor Rodriguez qui sont pas forcément des alliés très rapides mais qui sont plus dans la technique. Avoir quelqu'un de très rapide comme Jovan Jones sur l'aile gauche qui peut aussi, par rapport à Maurice qui est très rapide à droite, c'est peut être une bonne chose. Donc à mon avis Jovan Jones c'est un choix qui comme ça avait l'air pas évident mais finalement il peut combler des potentiels trous cet été. Oui, hein, c'est ça parce que me semble, si je me rappelle bien, vers la fin de son temps à Seattle, là, me semble il jouait plus en tant qu'ailier, hein, Antoine? Ouais, il avait mis dernière saison, la saison ça va être 32-33 matchs. Je me souviens qu'il avait mis un record de 13 passes décisives, ce qui est assez impressionnant. Ses centres sont vraiment excellents. Donc vraiment hâte de le voir jouer avec Raúl Ruiz devant. Et l'autre défenseur qui est arrivé à Seattle, il s'appelle Xavier Arriaga. Tu en as parlé, a dit il vient en tant que joueur désigné, mais en fait c'est un joueur désigné qui peut être baissé un peu en joueur TAM avec de l'argent d'allocation. Donc c'est-à-dire que si cet été ils veulent amener je sais, pas mal de gens parlent d'un numéro 6 en joueur désigné à Seattle. Donc, si cet été, il y a un numéro 6 qui arrive en joueur désigné, c'est pas un souci. Ce Arriaga a seulement 24 ans, sachant qu'en défense centrale, il y a Chad Marshall qui est très vieillissant et qui se blesse souvent. Donc, c'est pas mal de l'avoir parce que Roman Torres, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, a plus le niveau. C'est horrible. Il a joué contre l'AFC quand on s'est fait battre 4-1. C'est très triste de le voir sur le terrain. Il a vraiment plus le niveau pour la MLS. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en 6 mois, il est vraiment devenu très mauvais. Et donc voilà, Arriaga, c'est très sympa de le voir jouer. À mon avis, il sera remplaçant derrière Marshall et Kim Key, mais l'année prochaine, pourquoi pas titulaire avec Kim Key si Marshall part ou arrive en remplaçant. Donc voilà, un bon mercato une bonne journée de fin de mercato pour Seattle. Oui, effectivement, et je pense que Seattle avait besoin un peu tu as parlé des raisons, mais moi je parlais du point de vue psychologique, ils avaient besoin de ce 109 parce que si tu regardes Seattle, la dernière victoire des Sounders, elle date du 13 avril. Depuis 4 matchs, une défaite, 3 matchs nuls, dont 2 matchs à domicile. Les 2 matchs nuls sont à domicile, les 2 défaites, 2 des matchs nuls sont à domicile, un autre à l'extérieur, puis une grosse défaite à Los Angeles 4-1. Je pense que oui, ils avaient besoin un peu de ce petit renouveau-là, puis ça va leur faire beaucoup de bien. Moi, j'aimerais mentionner, vous avez parlé de Seattle, c'est très bien, j'aimerais parler de Chicago. J'ai beaucoup aimé le move pour Francisco Calvo. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a vu les dividendes. Bon, on a vu les dividendes de cet échange-là avec Calvo lors de la victoire de Chicago face à New England. Bon,
Beaucoup de monde vont me dire, oui, c'était New England de Brad Friedel qui a été renvoyé depuis. On va en parler plus tard. Mais d'un autre côté, c'est quand même un 5-0. Même quel que soit le niveau de l'autre équipe, 5 buts, c'est quand même beaucoup. Et si je regarde la compo, j'ai trouvé que la compo fait vraiment beaucoup de sens. Pour ceux qui ne savent pas, Schweinsteiger, il joue en défense centrale depuis le début de la saison. Et il a continué à jouer en défense centrale, mais cette fois-ci, il a 2 défenseurs centraux quand même de qualité à côté de lui avec Calvo et Kappelhoff. Et lui, ça lui permet à lui de faire beaucoup plus de relances. Au milieu de terrain, on a Dax McCarthy, qui est un des meilleurs milieux défensifs de la MLS, avec Mihailovic, le meneur de jeu super jeune, qui est pour plusieurs le futur de l'équipe nationale américaine. Après, on a le Polonais à droite, Frankowski, Corrales à gauche, Gaëtan en tant que vraiment milieu de terrain offensif, meneur de jeu. Puis devant Kataj Nikolic, je pense que quand même, ça fait un bon 11 de départ. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony, de ce 11 de départ de Chicago. Non, mais oui, Chicago, pour moi, là, quand Calvo il va se sentir aller dans cette équipe-là, ça peut faire mal dans la conférence S, surtout qu'ils sont à seulement un point des séries éliminatoires. Là. Donc, vraiment, là, leur début de saison n'est pas désastreux. Même, je pense pas qu'on les attendait aussi haut. Donc, non, pour vrai, le début de saison est pas si mal et vraiment avec les acquisitions qu'ils ont faites là, depuis le début de saison avec Gaétan puis Calvo. Là. Non, j'ai quand même confiance en Chicago là, et quand on le compare avec les autres équipes, ils ont de moins en moins à se reprocher. Là. Ouais, moi j'ai trouvé excellent depuis le début de saison. De toute façon, j'étais toujours à fond derrière eux. Et Kataj, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue s'il est régulier. Nikolic aussi, il plante tout le temps. Par contre, ça va être très intéressant de savoir ce qu'ils font l'année prochaine. Parce que Kataj, Nikolic et Schweinsteiger sont tous les 3 en fin de contrat. Je sais pas qui va revenir, mais c'est 3 joueurs désignés. Donc même s'il y en a aucun qui revienne, c'est-à-dire qu'ils peuvent remettre de l'argent sur 3 très bons joueurs. Donc ça va être très intéressant de voir ce qu'ils font en fin de saison. Mais j'espère que cette saison, ils vont continuer à bien performer parce qu'ils ont une superbe ligne d'attaque. Il y a aussi Raheem Edwards qui peut rentrer en cours de match et qui a fait des bonnes entrées à chaque fois qu'il a joué avec le Fire. Donc j'aime beaucoup Chicago et ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils allaient sûrement changer de stade l'année prochaine ou l'année qui suit pour partir de ce stade en banlieue de Chicago sans spectateurs et revenir en centre-ville. Donc peut-être de bonnes choses qui arrivent du côté de Chicago. Surtout que c'est, comme tu parlais de l'attaque, là, c'est la 3e meilleure attaque de la conférence Ouest, pas Ouest-Est, pardon. Donc vraiment, là, avec la 3e meilleure attaque et un ajout défensif de taille comme Francisco Calvo, là, ça peut faire mal. Et pour revenir sur Calvo, en plus, c'est un peu quelqu'un qui a jamais... Enfin, il était très bon, c'était le capitaine de Minnesota pendant 2 saisons ou 3 saisons, je sais plus, mais il a jamais non plus été incroyable et par rapport à toutes les attentes qu'on avait sur lui, je me souviens que ses débuts étaient vraiment horribles, comme toute l'équipe de Minnesota. Mais il avait vraiment des attentes sur ses épaules qu'il a jamais vraiment réussi à combler et ça pourrait être pas mal aussi de son côté de connaître un nouveau club. Surtout qu'il préfère jouer, d'après ce que j'ai lu, en défenseur central sur le côté, un peu à gauche, dans une défense à 3 plutôt que latéral gauche comme il joue à Minnesota. Donc voilà, à mon avis, Minnesota, Chicago et Calvo ont gagné dans cet échange. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres équipes dont les mouvements vous ont intéressé? Est-ce que vous avez des équipes qui, pour vous, ont fait de mauvais deals, en fait, ont perdu un peu trop? Antoine? C'est compliqué, mais parce qu'ils n'ont pas d'entraîneur, donc on ne sait pas leur projet de jeu. Mais les Rapids ont payé très très cher pour Jonathan Lewis, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est très apprécié par les sélectionneurs américains. Il a été appelé plusieurs fois par lui pour les entraînements, mais il a seulement 6 titularisations depuis le début de sa carrière en MLS avec le New York City FC et il jouait pas beaucoup et ils ont quand même payé 650 000 de dollars en agent d'allocation plus une place internationale qui est souvent autour des 200 000, 150 200 000. Donc c'est très cher pour un jeune américain qui n'a pas prouvé grand chose. Très bon deal du côté de New York City FC parce qu'il fallait pas refuser une offre pareille. Du côté de Colorado, si ça paye pas, c'est vraiment très cher payé. Après, Colorado, c'est bien parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'ils peuvent vraiment lui laisser du temps de jeu parce qu'il lui en faut. Mais voilà, je sais pas trop Rapids. Après, je sais pas ce que vous en pensez aussi de Fell Harbour qui part et de Abubakar. Mais bon, pour les Rapids, Lewis, c'est quand même très cher.
Ouais, moi sérieusement, Felaber, je l'ai juste pas compris. Pour moi, c'était un des meilleurs joueurs des Rapids depuis le début de la saison. Le voir partir comme ça, bon. Après, c'est peut-être aussi parce que Felaber a toujours dit qu'il ne pourra jamais dire non à Kansas City. C'est possible aussi que ce soit une pression de la part du joueur aussi. Donc, c'est possible que ce soit ça, mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi, Antoine, je pense que Colorado, déjà qu'ils allaient pas très bien, ils vont pas mieux. En tout cas, je sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony. Ouais, ben c'est sûr que j'ai l'impression là, qu'après 2 points en 10 matchs, là, ils ont décidé de se tourner vers l'avenir. Par contre, j'ai pas trop compris le prêt d'Aboubacar. Je sais pas il y a un deal derrière ça, parce que honnêtement, quand ça va mal, tu essaies de bâtir ton propre effectif avant d'aller chercher en prêt. Surtout que là, les playoffs, c'est pratiquement impossible. Là. J'aurais essayé de développer des bons joueurs de potentiel dans l'académie ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'Aboubacar, ça fera pas de mal. Là. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, il a quand même débuté 20 matchs la saison dernière avec Columbus. Donc, c'est pas mauvais. J'aime bien le joueur et Jonathan Lewis, oui, ça va lui donner du temps de jeu. Donc, honnêtement, je sais pas à quoi penser de Colorado. Là. On va peut-être en parler un peu plus tard des possibles coachs qui pourraient aller à Colorado, mais non, ça fait pitié. Là. Exactement. Et en plus, c'est drôle parce que tu parlais un peu que les playoffs, c'est déjà fini. Enfin, ça va être très, très, très compliqué parce que Colorado est maintenant en dernière place dans l'Ouest avec juste 2 points en 10 matchs, dont 5 matchs à domicile. Hein. Donc, c'est pas comme si c'était comme Portland où ils ont joué déjà 10 matchs, mais tous à l'extérieur, par exemple. C'est quand même, ouais, en tout cas, ça va être un peu difficile, je pense. Ils ont toujours dit que c'était pour. Ils se préparaient pour 2020, parce que 2020, ils ont tous leurs places de joueurs désignés libres. Il y a Tim Howard qui part enfin. Et puis Stephen Gashi, même s'il joue plus avec l'équipe 1, je crois qu'il est toujours lié. Enfin, je n'arrive pas à trop comprendre, mais en gros, sa place de joueur désigné est toujours prise, même s'il n'est plus vraiment avec le groupe. Donc, d'ici 2020, ils pourront vraiment tout rebâtir. Ils ont amené des jeunes, ils ont amené Kevin Acosta, ils ont amené justement Jonathan Lewis. Donc peut-être qu'ils sont en train de se projeter vers l'avenir, mais c'est vrai qu'il y a de gros problèmes à Colorado. On en parlera quand on parlera des entraîneurs, je pense. Mais ouais, effectivement. Tu sais quoi, on va enchaîner tout de suite. Excuse-moi, vas-y, Anthony, tu avais quelque chose à dire? Ah ben, je voulais juste dire que le problème, c'est qu'à Colorado, depuis plusieurs années, j'ai l'impression qu'ils rebâtissent à chaque saison. Exactement. C'est ça que je voulais dire, mais ouais, on peut continuer. Exactement, mais tu as complètement raison et c'est ça le problème. Mais je pense que les Rapids, déjà, point de vue affluence au stade, ça marche pas trop. Point de vue même appartenance des supporters au club, il y en a pas beaucoup. Groupe de supporters, ça marche pas très bien. Donc bon, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un nouveau projet qui colle. Et c'est là où on va rentrer avec le prochain segment qu'on va introduire. C'est en fait les coachs qui ont été licenciés. Attends, excuse-moi. Est-ce qu'on peut parler juste avant, je suis désolé de te couper, mais de Brian Fernandez parce que c'est quand même oui, je voulais le faire, mais après je me suis dit on a trop tardé sur le premier. Mais... juste pour dire que c'est quand même c'est un des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue. Donc entre 8 et 10 millions pour les Portlands. Et en plus, il peut jouer à droite et il peut jouer en pointe. Donc vraiment, c'est peut-être ce qui leur manquait à Portland. Et j'ai vraiment hâte de le voir jouer. Même s'il a eu des problèmes de conduite dans le passé, il était contrôlé positif à plusieurs drogues et tout ça. Mais Portland, c'est une ville calme. Donc on espère le voir performer avec les Timbers. Voilà, je vais juste en parler parce que c'est quand même un des gros transferts enfin, c'est le plus gros déjà en termes de chiffres. Et voilà, c'est un peu c'est vraiment un joueur qui a 24 ans, donc c'est rare que la MLS achète un joueur qui est dans un plein boom en Liga MX. Donc voilà, c'est à noter. Oui, non, effectivement, j'ai complètement raison. Moi, c'est plus les côtés extrasportifs qui me font un peu plus peur. On a vu tellement d'excellents joueurs qui ont eu des problèmes extrasportifs et à chaque fois qu'on pensait que leur carrière allait redécoller, ils faisaient une rechute. Puis j'ai trop peur pour ça. Je pense que Portland a mis un peu trop d'œufs dans le même panier, comme on dit. Je pense que c'est un trop gros investissement pour un joueur aussi avec une réputation aussi douteuse que ça. En tout cas, moi, j'ai un peu peur par rapport à ça. Après, je peux avoir tort. Je ne sais pas si, Anthony, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va donner là, en attaque. Là. C'est sûr, c'est un bon joueur, mais
mais vraiment, là, ces bourdes de comportement, là, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur que peut-être qu'en MLS, il préfère scandale. Ouais, je sais pas, mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'il peut jouer à droite où Polo est vraiment pas terrible avec Portland, ou en pointe pour remplacer Bobessi, mais je pense qu'il va sûrement jouer à droite pour remplacer Polo. Voilà, c'est ça, sur les 15 derniers matchs de championnat mexicain, il a marqué 12 buts en jouant sur l'aile. Donc c'est quand même super impressionnant, vraiment hâte de le voir avec Blanco et Valéry sur le côté. Timbers ont joué vraiment énormément de matchs à domicile en fin d'année. Donc, il y a vraiment moyen qu'il repart sur une bonne lancée, se qualifie en playoff et grâce à Brian Fernandez. On va voir. Surtout que Bobby va pas très mal. Donc, oui, pourquoi Ouais. pas enlever Polo à ce moment-là? T'as raison. C'est une bonne idée. Bref, revenons à nos moutons, comme on dit. Donc, on passe au prochain segment. On parle des entraîneurs qui ont été renvoyés. Bon, pour ceux qui savent pas, il y a 3 entraîneurs qui ont été renvoyés pour 3 raisons différentes. En premier, on va juste les nommer. C'est Anthony Hudson des Rapids. On a parlé déjà un peu avant, on a parlé de leur record de points, de 2 points en 10 matchs. Mais il n'y a pas juste ça, il y a eu d'autres choses aussi. Il a fait une conférence de presse où il a complètement descendu ses joueurs en disant que, point de vue qualité, j'ai une équipe de même pas assez bonne pour la USL. Et que comme quoi il y a pas assez de qualité dans son effectif. En tout cas, je vois pas comment tu peux faire ce genre de remarques puis après te retrouver dans le vestiaire devant ces mêmes joueurs-là, puis regagner leur confiance. Donc, je pense que c'est comme s'il tentait de toutes les manières de se faire envoyer quelque part. Il y a aussi le prochain coach, c'est Brad Friedel, l'ancienne, la légende, point de vue joueur, qui a joué des dizaines d'années en Premier League, a été renvoyé de son poste aux Révolutions de la Nouvelle-Angleterre, où rien ne va. Il était coach depuis l'année passée, puis ça va vraiment mal de tous les points de vue. New England a déjà encaissé 30 buts en 12 matchs, la pire défense de la MLS. Même Colorado a encaissé moins de buts. Donc, juste pour vous dire combien c'est grave. Tout en inscrivant que 11 buts, qui est quand même très mauvais aussi, moins qu'un but par match. En tout cas, c'est grave. C'est vraiment très, très, très grave. Et le troisième renvoi, ça a été le coach de Cincinnati, Alan Koch, le Sud-Africain, qui avait eu tellement qui avait eu tellement de louanges en USL. Tu vas nous en parler, bien évidemment, Anthony, qui finalement a été mis de côté. De ce que j'ai entendu, comme quoi il n'était pas très bon tactiquement. Est-ce que tu peux confirmer ça, Anthony, par rapport à Alan Koch de Cincinnati? Ben moi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus le côté humain qui a pas marché à Cincinnati, parce que vraiment, avec Yohan Damet, à travers l'article qu'on a pu faire, le premier épisode de Il était une fois à Cincinnati, il semblait vraiment mettre l'accent, en tout cas Yohan Damet, sur le côté humain, le côté collectif, tandis que Koch, je pense, n'était pas... ça a l'air d'être un homme assez distant. Et je crois que c'est pour ça que d'ailleurs Cincinnati a décidé de mettre Damet en tant qu'intérimaire. Là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que peut-être que le message entre le coach et les joueurs ne passait plus. Là. Ouais, dans les articles que je lis, c'est vraiment impressionnant. Les joueurs disent tous Damet, c'est le boss. Je l'appelle le boss. Il est génial. C'est avec lui qu'on parle au quotidien. De toute façon, même quand pas coach, mais coach, l'ancien entraîneur était là. Ils disent vraiment que Damet avait l'air d'être en fait vraiment le lien entre lui et le groupe. Donc déjà, ça fait très plaisir parce qu'on l'a reçu il y a 1 an et demi, je crois, vraiment au tout début du podcast. On l'a interviewé quand Cincinnati n'était même pas annoncé en MLS. Et c'est le plus jeune coach. Et d'ailleurs, on enregistre juste après le match de la défaite de l'Impact, donc c'est le plus jeune coach de l'histoire de la MLS à 29 ans, même s'il est intérimaire. Et il vient de gagner son premier match sur le banc, donc contre l'Impact. Et vraiment, j'ai l'impression que les joueurs, pour eux, Alan Koch, c'était vraiment juste quelqu'un qui leur donnait les tactiques et tout ça, mais il n'y avait pas vraiment un vrai contact. Et c'est ce que le président de Cincinnati a dit. Il a dit, Jeff Berding, qu'il y avait vraiment des problèmes au niveau du vestiaire, qu'il n'y avait pas la culture d'un groupe qui était vraiment comme un groupe de bons amis, quoi. Apparemment, c'était pas une bonne ambiance. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire, apparemment. Donc, ça part mal, en tout cas, la franchise d'expansion de Cincinnati.
Ouais, non, effectivement. Mais écoute, je suis content. Effectivement, tu l'as déjà mentionné je- pour avoir vu Damain à l'œuvre aujourd'hui même. On est le samedi 11 mai. On est juste après le match de l'Impact de Montréal, le déplacement de l'Impact de Montréal à Cincinnati. Pour avoir vu le dispositif de Damain, c'est quand même impressionnant. On a même vu plusieurs experts MLS qui disaient comme quoi c'est pas normal comment cette équipe a changé en si peu de temps. Elle n'était pas capable de faire 2 passes de suite. Là, on voit des passes, des séquences de passes de 10-15 passes à la suite. On a vu comme quoi l'empreinte d'Amé est déjà là après même pas une semaine de travail. Et c'est quand même assez intéressant. Et puis, j'ai beaucoup aimé la première période de Cincinnati. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'effectivement, il y avait besoin de ce changement-là. Est-ce que, juste encore une petite question pour Anthony, qui est un peu notre expert USL, est-ce que tu penses vraiment que Alan Koch était un excellent entraîneur en USL, mais pas assez bon en MLS? Ou est-ce que tu penses que c'est juste arrivé à un moment où Alan Koch, plus spécifiquement lui-même, a juste pas fait les efforts nécessaires pour se hisser au niveau de la MLS? Ben, j'ai l'impression que des gens USL, oui, c'était un bon entraîneur, là, mais des fois, j'entendais des commentaires des supporters de Cincinnati comme quoi que des gens USL, ce n'était pas l'un des meilleurs. Et vraiment, d'ailleurs, sa première contre-performance, je crois que ça date de l'année passée, se faire éliminer en deuxième ronde des playoffs contre la réserve de New York. Ça a été un grand échec et surtout, il semblait critiquer les joueurs là, des fois dans les conférences de presse. Et quand c'est toi qui as décidé ton effectif, là, ça paraît très mal là, de critiquer. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas le niveau pour la MLS, mais surtout, il n'a pas su gérer le potentiel de son effectif. Là. Puis en plus, il avait le meilleur effectif en USL, j'imagine, vu Ouais. l'argent qu'il avait. Donc, ouais, c'est grosse contre-performance. Effectivement, Il y avait... si je me trompe pas, Anthony, c'était quand même il avait été nommé meilleur coach en USL l'année passée, non? Ouais, ben c'est facile de le nommer meilleur coach avec l'effectif qu'il avait. Là. C'est rare qu'une équipe de milieu de tableau, même avec un des meilleurs coachs, est nommé meilleur entraîneur. Là. Vraiment, je crois que c'est plus son effectif qui l'a aidé que lui qui a aidé son effectif. D'accord, parfait. Donc, on passe au prochain point qui est en fait le renvoi de Brad Friedel en Nouvelle-Angleterre. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à New England. Antoine, tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'évolution? Il n'y a jamais trop eu l'impression que Friedel avait un plan, ce qu'on peut dire jusque-là. Et ouais, il avait vraiment du mal à gérer son équipe. C'est marrant parce que je me souviens, Adi, avec toi, on avait fait, il n'y a pas au début de saison cette saison, mais le début de saison dernière. Je me souviens qu'on avait tourné le podcast, toi et moi, sur la pré-saison de New England. Et puis, on parlait de Brad Friedel qui venait d'arriver au club. Et je me souviens que la grosse question, c'était, voilà, il n'a jamais entraîné. C'est très bizarre quand même pour une équipe qui veut se reconstruire au départ, de prendre quelqu'un qui n'a jamais entraîné. Eh ben, 1 an et demi plus tard, voilà, on ne pourra pas dire que ça aurait été une victoire. Hein. Ça aurait été complètement raté. Vraiment pas grand-chose de bon en 2 ans. Le problème, c'est que c'est pas Friedel le problème. Les propriétaires, les Kraft, les frères Kraft n'en ont rien à faire de la franchise de New England. Le stade est à des bornes de la ville, au milieu de l'autoroute. Les fans ne viennent pas. Il y a plein de problèmes avec cette équipe de New England. Et Friedel faisait partie de ce problème, mais c'était vraiment pas le plus gros problème. Mais c'est vrai qu'il n'aura jamais réussi à faire jouer son équipe, malgré des joueurs quand même. T'as quand même des mecs talentueux sur le papier, Ouais. Bunbury par exemple. Donc c'est dommage d'avoir ces problèmes. Vraiment, la défaite 5-0 face à Chicago, tu les vois à chaque but, les mecs ont la tête baissée, ils marchent, c'était assez triste à regarder. Donc voilà, il faut tout changer dans cette franchise. Il faut que les propriétaires en aient quelque chose à faire et qu'ils bougent en centre-ville, qu'ils ramènent des joueurs. Ça fait aussi 3 ans qu'on parle d'un joueur désigné aux Revs. Là, apparemment, ça devait être un joueur du Standard de Liège, Mpoku, si je vais regarder maintenant, mais je crois que c'est lui qui devait venir. Et au final, il n'est pas venu. C'était Paul-José Mpoku qui devait venir aux Revs. Et puis, il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Au final, Liège était d'accord avec New England, mais ça a capoté dans les moments. Donc, ça fait 3-4 ans qu'il parle
d'un joueur désigné. Et puis là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Il te reste une saison à jouer. Tu as déjà encaissé, comme tu as dit, 40 buts. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est mort. 30 buts. 30 buts, ouais, pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mort pour toi. Il n'y a plus personne. T'as pas renforcé ton effectif. Cet été, ça va être trop tard pour les playoffs. Quel coach voudrait se mettre dans cette position, à part c'était un grand salaire, en sachant que le coach, faut qu'il ait envie de jouer dans dans un stade vide, dans une équipe sans ambition. Donc, ouais, c'est assez triste ce qui se passe du côté de New England. Ouais, exact. Et toi, Anthony, est-ce que tu penses qu'il y a un peu plus d'espoir? Ben, non. Non, il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment déplorable. J'ai l'impression que les Revs, depuis quelques mois, même depuis quelques années, là, c'est le mauvais élève de la MLS. Quand tu vois un aussi beau marché que Boston, avec des équipes comme les Bruins, les Celtics, qui attirent, même les Patriots qui réussissent à attirer, mais c'est pas la même réalité avec le football américain, là. Mais vraiment, là, ça va prendre un déménagement vraiment dans un meilleur stade. Là. Je parle dans le marché de Boston parce que je pense pas que les Revs je pense pas que la Ligue va accepter qu'ils déménagent ailleurs aux États-Unis. Là. Vraiment, le marché de Boston est trop bon pour ne pas être exploité. Là. Mais vraiment, c'est plus profond en ce moment que les performances sur le terrain. Vraiment, je m'inquiète vraiment en dehors. Puis je sais pas qu'est-ce qui peut arriver, mais c'est ouais. Je suis sans mots. C'est ordinaire. Ben, je suis d'accord avec toi. En fait, juste pour revenir un peu en arrière, vous expliquer un peu, parce que Brad Fiedel était supposé être le renouveau de cette équipe-là. Brad Fiedel était supposé ramener les Revs là où ils sont supposés être. Pour les gens qui ne savent pas, New England, ils font partie des clubs fondateurs de la MLS, donc ils sont là depuis 96. Et durant cette période-là, ils ont été 5 fois finalistes de la Coupe MLS. Et bon, ils ont perdu à chaque fois. Mais n'empêche, 5 fois finalistes, c'est pas donné à tout le monde. 2 fois, ils ont gagné le Supporters Shield. Et si vous regardez, ils ont été finalistes en 2014. Donc, ça fait pas très, très longtemps de ça. En 2015, ils sont éliminés dès le premier tour des playoffs et depuis, ils n'ont plus vu les playoffs. Donc 2016, 2017, 2018. Et on s'attendait à ce que Friedel soit là pour rehausser cette équipe avec ses contacts, avec le fait de sa grande carrière en Europe, comme quoi il allait avoir des contacts pour ramener des joueurs européens un peu rehausser le niveau de cette compagnie, de cette équipe-là. Malheureusement, c'est pas le cas. Je me rappelle aussi du podcast qu'on avait fait d'avant-saison avec Valdemas, qui est un grand supporter du Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Puis lui, il était assez confiant. Il regardait l'effectif. Il trouvait ça assez logique. Moi, j'étais un peu plus sceptique parce que moi, je trouve qu'en défense, ils ont de très bons joueurs au milieu et en attaque, mais en défense, c'est vraiment le néant. Ils ont tout misé sur Michael Mancienne en tant que défenseur central qui est anglais, qui a joué longtemps en Premier League, qui est pas très vieux, mais que je pense a juste complètement perdu tout son talent. Je sais pas comment quelqu'un peut perdre son talent autant, mais vraiment, c'est un gros flop, Michael Mancienne, selon moi. Là. Et pourtant, il y a de bons joueurs. Carles Gil, on l'a oublié, le seul joueur désigné de New England, il est là, il fait un très bon début de saison. C'est le seul qui sort du... il fait un très beau début de saison et... Pardon, je t'ai un peu coupé, pardon. Non, vas-y. Et quand tu parlais de 2014, quand ils avaient fait je crois que c'est la dernière finale qu'ils avaient fait en 2014. Ils avaient les joueurs comme Jermaine Jones, Lee Wynn, donc voilà, des très bons joueurs. Et surtout, ils avaient plein de jeunes. Ils avaient Caldwell, Farrell, Fagundes, Rowe, Bunbury. Enfin, je me souviens de tous ces jeunes. Et depuis, ou alors ils sont partis, ou alors ils ont stagné. En fait, il n'y a aucune progression depuis 2014 et ça tourne en rond. Et c'est dommage parce que, comme tu disais, les Revs, c'est vraiment une équipe qui est référence en MLS et les frères Kraft étaient vraiment un des sauveurs de la MLS. Ça, c'est tout début, quand les premières années, quand ça a galéré, les Kraft ont mis pas mal d'argent dedans, ont essayé de relancer la ligue. Ils font partie des propriétaires historiques, mais leur franchise aujourd'hui est vraiment loin derrière toutes toutes celles qui sont arrivées les 10-15 dernières années. Ouais, effectivement, c'est vraiment dommage par rapport à ça. En tout cas, on attend voir c'est qui va remplacer, pour l'instant, qui va remplacer notre cher ami Brad Friedel. Pour l'instant, comme entraîneur intérimaire, c'est Mike Lapper
Pour vous dire très franchement, je le connais vraiment pas du tout. Je sais qu'il a entraîné, il était assistant. Après, il était aussi à l'université en Virginie de l'Ouest. Il a aussi été assistant au crew pendant 8 ans. Mais il a aucune expérience en tant que numéro 1. Je vais voir ce que ça va faire. C'est drôle parce que la Nouvelle-Angleterre joue son prochain match aujourd'hui même, donc ce soir, un peu plus tard. Et ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont être capables de faire. Puis le troisième entraîneur qui a été remercié, c'est aussi la deuxième pire équipe de la MLS, qui est les Rapids de Colorado. Et c'est Anthony Hudson. Donc, on en a parlé un peu au début et oui, il a été renvoyé. Puis, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Est-ce que tu penses, Anthony, que c'était la bonne décision de le mettre dehors à Anthony Hudson? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu faire mieux? Je pense que ça a été la bonne décision de le renvoyer, surtout après sa conférence de presse, là, vraiment qui a attaqué ses joueurs. Parce que honnêtement, il a quand même des bonnes individualités. Kei Kamara, Kane Acosta, il y avait des bons joueurs à sa disposition. J'ai l'impression que c'était vraiment lui le problème. Oui, ce n'est pas le meilleur effectif en MLS, mais est-ce que cet effectif vaut 2 points en 10 matchs? Clairement pas. C'est ça. Fait que non, pour moi, Hudson méritait d'être congédié et surtout là, en tant que défense, là, il manquait d'organisation chez lui, là. D'accord. Et toi, Antoine, tu penses quoi de tout ça? Ouais, c'est d'accord. Ils avaient amené de belles recrues, mais c'était des recrues voilà, pour supporter un bon effectif de MLS, pas forcément être champion, mais voilà, les Kevin Acosta, comme il disait, qui était plutôt l'été dernier, mais les Kei Kamara, les Diego Rubio, les Fell Harbers, c'était ambitieux. Mais c'est vrai que Hudson, depuis qu'il est arrivé, il y a toujours eu un peu d'incompréhension par rapport à ce qu'il faisait. Je me souviens quand il est arrivé, il avait amené parce que c'est un ancien, il avait 0 expérience en club, pardon. C'était l'ancien sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Il avait amené 3 ou 4 Néo-Zélandais avec lui, qui ont tous été des flops, il me semble. Je crois qu'il n'y en a aucun qui est un titulaire régulier. Donc oui, comme pour les rêves, de toute façon, le problème des Rapids va au-delà de l'entraîneur, mais l'entraîneur était vraiment pas bon. Il avait pas fait de bonnes choses. C'est dommage parce qu'apparemment c'était un mec sympa, même si il a insulté son groupe un peu la dernière fois, mais ouais, c'est dommage parce que voilà, ça a apporté les premiers matchs étaient quand même plaisants à regarder, tu vois, ça se prenait 5 buts, mais ça en mettait quelques-uns et il y avait des belles contre-attaques, des belles phases de jeu, mais il n'y avait aucune rigueur défensive, par exemple, donc voilà, c'est pas surprenant non plus, même si on s'étonnait en fait qu'il n'avait pas été viré l'année dernière, et le fait qu'il soit resté toute l'année dernière pour faire le mercato et puis partir aussi vite, c'est assez surprenant. Ouais, j'avoue, et j'aimerais juste parler un peu de ces joueurs-là qui sont. Vous avez parlé de quelques joueurs dans l'effectif. En premier, par rapport aux Néo-Zélandais, il y a quand même Tommy Smith qui est Néo-Zélandais et qui est titulaire la plupart du temps, un bon défenseur central. Mais bon, il y a quand même de bons joueurs dans cet effectif. Écoute, juste en défense, que Rosenberry, Tommy Smith qui est pas mauvais, Danny Wilson, l'Écossais qui est pas mauvais. C'est pas la crème de la crème, mais c'est pas mauvais non plus. Au milieu, on a Acosta, on a Jack Price qui a fait une très bonne saison l'année passée, malgré les déboires de l'équipe. Puis il y a de bons joueurs de rotation avec Mesquida, avec Sam Nicholson. C'est pas de mauvais joueurs. Et en attaque, tu as parlé, Anthony, de Kei Kamara. On a quand même. Il y a quand même je comprends pas comment un entraîneur qui est supposé avoir ce genre d'expérience-là n'arrive pas à donner mieux que 2 points, en 10 matchs. Je comprends pas, ça rentre pas dans ma tête et ça m'étonne pas qu'il soit renvoyé. Je pense que n'importe quel entraîneur va pouvoir faire mieux. Pour l'instant, on a au poste d'entraîneur intérimaire Roy Wegerle. Je pense que je le dis bien, mais je ne suis pas trop sûr. Lui aussi, il n'a aucune expérience. En fait, c'est sa première expérience en tant que manager. Il n'a aucune expérience, en fait. Donc, c'était pas Connor Casey, l'intérimaire à Colorado? Non, mais c'est vrai que Wegerle, je crois que c'était un ancien entraîneur.
Je sais pas. Moi, je le connais pas. Il est sud-africain lui aussi. C'est peut-être un ami à notre cher Alan Koch. Mais je ne le connais pas du tout et je pense pas qu'il a eu beaucoup d'expérience. Ouais, non, je crois que c'est Connor Casey, en effet, qui est l'intérimaire en ce moment. Ah, ok. Connor Casey. Alors, moi, j'avais Roy Wegerle. Je suis pas donc. Alors, je suis désolé. Ouais, non, Connor Casey. Connor Casey, qui est l'ancien attaquant international américain. C'est ça. Il a joué à Colorado d'ailleurs. Je suis en regarder. Attends, je vais voir les stats. Il a joué à Colorado 5 ans. Ouais, c'est plus ce que je pensais. Puis à Philadelphie et au Crew. Il a même remporté là, la MLS Cup de 2010 avec les Rapids. Donc, non, c'est quand même une figure emblématique du club là, avec une 50aine de buts avec les Rapids. Mais vraiment, là, je pense pas que ça va rester l'entraîneur de Colorado bien longtemps. C'est marrant parce qu'il y a des interviews qui sont sorties de lui quand il était promu intérimaire. Je crois que c'est Mathias Van Hals qui a partagé une sur Twitter. Apparemment, il disait qu'il avait absolument rien à faire du foot, au dehors de son travail. Il regardait jamais et il n'avait pas envie d'entraîner. Donc c'est assez drôle de le voir, là. Promu, ouais. Mais juste pour revenir, Roy Wegerle, c'était le deuxième entraîneur de l'histoire du club. J'ai lu ma tablette à l'envers. Donc, mon tableau d'entraîneur à l'envers. Parce que oui, son nom, j'ai déjà vu et je crois qu'il était entraîneur-joueur à Colorado parce que c'était le plus. Quand j'ai vu les stats sur Yohan Damek, qui était le plus jeune, et ben je crois que Roy Wegerle, je sais pas comment on prononce non plus, était le deuxième plus jeune parce qu'il a été entraîneur-joueur parce qu'après il a continué à jouer un peu en MLS. Exactement. Il a joué aussi en 97 avec Colorado. C'était en 96 où il était entraîneur-joueur. Puis après, il a continué à jouer une année avec Colorado. Après, il a joué en 98 aussi avec DC. Puis il a fini en 98 avec le Mutiny de Tampa Bay qui puis a disparu. Bref, excusez-moi, c'est moi qui ai lu mon tableau à l'envers. Mais oui, c'est effectivement Connor Casey. Ça va être drôle de voir ce qui va se passer. Donc, on s'entend. Vous l'avez très bien dit, Connor Casey, ça n'a pas l'air qu'on va le voir à très long terme sur le banc des Rapids. J'aimerais qu'on parle un peu. Il y a maintenant 2 postes qui ont l'air d'être libres en MLS avec Colorado et avec New England. Cincinnati aussi. Ouais, mais Cincinnati, ça ne m'étonnerait pas de voir Damé rester, surtout après ce que j'ai vu aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas de le voir rester là. On verra. Ou au moins rester quelques matchs. J'ai l'impression qu'en voyant la belle relation de Damé et les joueurs, j'ai l'impression que le club n'est pas obligé de se presser. J'ai l'impression que la connexion passe et vraiment, là, au lieu d'aller chercher un entraîneur en une semaine, ils sont mieux de prendre leur temps et de recruter un entraîneur qui répond vraiment aux valeurs du club. Là. Ouais, mais j'ai vu que c'était pas dans Enfin, je pense qu'il va rester aussi peut-être quelques matchs, mais c'était pas dans les plans de le garder. Apparemment, ils veulent un mec un peu avec de l'expérience pour éviter justement de refaire une Alan Koch. Donc, mais il restera, à mon avis, dans l'encadrement justement pour faire la transition. Et voilà. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est fan de, tu sais, Manchester United, on fait ça. Je sais pas si vous suivez un peu foot anglais, mais dès que l'assistant a fait quelques bons matchs, ils l'ont signé tout de suite. Puis maintenant, ils regrettent un peu parce qu'en fait, il y a eu quelques bons matchs avec la dynamique, mais sur le long terme, tu sais jamais avec un assistant s'il continuait pour faire le taf au plus haut niveau. Donc, je trouve que c'est pas mal de. Tu parles de Solskjaer à Manchester United. Il n'était pas vraiment assistant, il était entraîneur à Molde en Norvège. Mais il ramené de là. Il y a très longtemps. Mais il était à Molde, il était entraîneur. Il a même été entraîneur aussi à Crystal Palace à un moment. Ok. Donc, il a eu plusieurs expériences entre son poste d'assistant et le fait qu'il a pris en charge, qu'il a été re-signé par Manchester United. Il y a eu une grosse période. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas toujours la bonne façon et le bon moyen d'y arriver. Déjà, commençons par la prochaine question. Quelle équipe pour vous va le plus bénéficier du renvoi de cet entraîneur, de leur entraîneur principal? Est-ce que ce sera Cincinnati, New England ou bien Colorado? Commençons par Antoine. Pour moi, c'est Cincinnati parce qu'ils peuvent encore sauver leur saison. Et je suis assez d'accord avec quand le président a viré Alan Koch, il a dit qu'il avait le talent pour faire mieux. Et je suis assez d'accord. Par rapport à New England ou Colorado, on a dit que Colorado ont des bons talents, mais il y a quand même des gros trous. Et New England, j'en parle pas, mais Cincinnati, je trouve qu'il y a vraiment du très bon talent.
Matox, il fait le travail quand il faut. Pareil pour Falendo Adi, même si voilà, c'est pas du génie. Ledesma, c'était un des meilleurs joueurs en USL et il a sa place en MLS, je pense. Kenny Saif fait vraiment un travail de dingue depuis qu'il a été recruté, même s'il est un peu blessé récemment. Mais donc il y a vraiment un très bel effectif à Cincinnati et ça me ferait du mal de les voir un peu végéter dans le bas du classement. Donc je pense que s'il y a de l'envie et le public le mérite, donc j'ai hâte de voir, j'aimerais voir un coach américain. Perso, je pense pas qu'une grosse star internationale soit une bonne idée parce que l'effectif n'est pas non plus un effectif, c'est un effectif très américain qui vient quand même pas mal du USL, de college soccer, de MLS. Donc ça me ferait très plaisir de voir peut-être un entraîneur chevronné en MLS prendre cette équipe et faire quelque chose de bien avec. Pourquoi pas accrocher une place en playoff ou en tout cas se battre jusqu'à la fin de l'année pour. À mon avis, c'est pas terminé pour eux. D'accord. Et toi, Anthony, qui tu penses va le plus bénéficier du renvoi de son entraîneur? C'est vraiment dommage de formuler une phrase comme ça, mais n'empêche, c'est la réalité de la chose. Toi, tu penses qu'il y a une équipe qui va bénéficier d'avoir envoyé son entraîneur? Ben, j'ai l'impression que niveau potentiel qui était gâché, j'ai l'impression que si Colorado recrute le bon, ça peut aller mieux. Peut-être pas aller jusqu'à se qualifier pour les séries 2019, mais pour bâtir le projet pour la saison 2020, je crois que Colorado peut vraiment bénéficier de ça. Mais sinon, là, pour cette saison, je suis d'accord avec Antoine sur tout ce qu'il a dit. Là, Cincinnati, là, ça pourrait bien aller parce que comme qu'on disait, avec le Revolution, le mal est beaucoup plus profond que sur le terrain. J'ai l'impression que peu importe qui ils vont placer en tant qu'entraîneur, il y aura toujours des problèmes. Ouais, effectivement, ben, je suis un peu d'accord avec vous. Par contre, pour moi, Colorado est tellement bas que ils peuvent que s'améliorer. Ouais. Donc, je pense que moi, je choisirais Colorado juste parce que tu as raison, Antoine, comme quoi il y a encore quelques trous. Je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, je trouve que sur papier, il y a quand même une bonne équipe. Oui. Il y a de bons jeunes joueurs aussi. C'est pas que des vieux. Il y a de bons jeunes joueurs. Je pense à Shinyashiki, qui m'a impressionné au poste d'attaquant, que j'ai vu jouer 2-3 fois. En tout cas, il y a plein de joueurs genre Keegan Rosenberry, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il signe pour Colorado. Je l'avais vu jouer l'année passée avec l'Union. Je pense que c'est pas normal qu'un joueur de ce talent-là soit pas dans une équipe qui fait du sens. En tout cas, j'ai comme l'impression que Colorado va se remettre assez vite du grand fiasco Anthony Hudson, mais bon, on verra. Il y a Jonathan Lewis aussi qui vient de signer. Ouais. Il y a d'ailleurs 2 noms que j'ai vu passer dans mes recherches un petit peu pour remplacer Hudson, pardon. Tu as Josh Wolf qui est l'assistant de Berhalter en sélection, et Tab Ramos il va faire la Coupe du Monde là, des moins de 20 ans avec les États-Unis et son nom a été souvent cité cet hiver, à chaque fois qu'il a fallu remplacer un entraîneur. Donc peut-être qu'après la Coupe du Monde du 20, il pourrait venir, voilà, peut-être pour les Rapids ou peut-être un autre club d'ailleurs, mais donc voilà, Tab Ramos est souvent cité. Et Tab Ramos, ça pourrait peut-être être une bonne idée à Cincinnati puisque, comme on le disait, là, ils sont un peu moins pressés puisque l'entraîneur intérimaire, en tout cas, pour l'instant, ça marche quand même bien. Fait que pourquoi pas attendre à la Coupe du Monde et des moins de 20 ans et ensuite là, embaucher Tab Ramos à Cincinnati, ça peut être une belle idée. Oui, effectivement, qui est un excellent joueur aussi, Tab Ramos, dans son temps. Là, je me rappelle encore de lui en tant que joueur. Puis c'était vraiment un très, très, très bon joueur avec l'équipe nationale américaine qui a joué aussi en Europe un peu partout. Je ne me rappelle plus des clubs exactement, mais bon, bref, c'est un bon joueur dans le temps. Je ne m'étonnerais pas de le voir trouver un banc si c'est pas à Colorado, c'est autre part. Est-ce que tu penses, par exemple, notre cher expert à USL, Anthony, est-ce que tu penses qu'il y a des entraîneurs au niveau USL qui pourraient faire le saut enfin et qui serait-il? Eh bien, moi, j'en vois 2. Là. C'est Bob Lilly, l'entraîneur des Riverhounds de Pittsburgh, et Adam Smith, l'entraîneur de Fresno, qui entraînait là, à Sacramento auparavant. Tout d'abord, en fait, c'est 2 entraîneurs similaires. Là. C'est vraiment des entraîneurs portés sur la défensive. Bob Lilly, vraiment, là, avec les Riverhounds en 2018, là, il a fini avec la meilleure défense en USL avec 26 buts seulement accordés en 34 matchs, qui est quand même énorme.
Cette année, ça va un petit peu moins bien, mais il a quand même perdu des gros joueurs, là, dont son gardien de but. Mais, et c'est la même chose avec Adam Smith. Cette saison, ça va très bien avec Fresno. Ça a été l'une des 2 dernières équipes invaincues. Malheureusement, ils ont perdu leur match cette semaine contre Sacramento. Mais cette saison-là, en 8 matchs, c'est seulement 8 buts encaissés et c'est seulement la deuxième année de ce club. Donc, ces 2 entraîneurs vraiment portés sur la défensive et ça, je pense que ça l'aiderait des clubs comme le Revolution ou Colorado. Malheureusement, le seul hic que je vois avec ces 2 entraîneurs, c'est qu'ils ont de la difficulté à faire marquer leur équipe. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop portés sur la défensive? Je crois que oui, mais je crois aussi c'est qu'ils ont des difficultés à élaborer des animations offensives. Cependant, là, si je pourrais donner un troisième choix, mais je crois pas que ça va se réaliser, là, c'est Anthony Paulis, l'entraîneur de Saint-Louis, qui fait un début de saison énorme. Malheureusement, j'ai l'impression que le coach qui a seulement 34 ans va vouloir là, encore en apprendre davantage dans l'USL avec Saint-Louis et pourquoi pas là, rejoindre la MLS si Saint-Louis la rejoint. D'accord, parfait, oui, effectivement, c'est sûr. Est-ce que, je sais que tu connais toi aussi, Antoine, un peu de ce point de vue-là, est-ce que tu as d'autres nominations que tu aimerais ajouter qui pourraient venir de l'USL? Non, de USL, pas trop, mais Tony Pulis, c'était une. Je sais pas pourquoi son nom me dit quelque chose, mais non, un- c'est aussi un nom d'un entraîneur anglais de c'est Stoke pour City. ça. J'étais en train de me dire, il y a un problème. Non, mais du coup, moi, j'avais vu sur le site de MLS, ils avaient fait une très bonne liste de 10 possibles entraîneurs pour l'année prochaine. Alors, il y en a qui sont sortis pour rigoler un peu à la José Mourinho. Mais il y avait Robin Fraser, qui était l'ancien entraîneur de Chivas USA, et qui avait gagné 2 MLS Cup avec RSL, les Red Bulls, et puis des Supporters Shield aussi, et puis il a gagné avec le Toronto. Donc ça peut être une bonne idée, par exemple lui, et il citait aussi quelque chose que je trouvais très intéressant, en plus de quelques assistants. Par contre, ouais, il citait Anthony John Woliniak de Red Bull 2, même si bon, il restera peut-être avec son club. Mais non, ce qu'il citait que je trouvais intéressant, c'était un coach de college soccer. Donc on va pas se mentir, je ne le connais pas. C'est Florian Moget, notre spécialiste college soccer, qui s'y connaît plus, qui s'appelle Sacho Sirowski. Mais c'est pas le premier qui est cité en tant que coach de college soccer. Cet été aussi, apparemment, il y avait des rumeurs que le coach de Stanford, il me semble, allait peut-être aller aux Quakes avant que Almeida ait été pris. Donc, qui sait, la solution va peut-être venir pour un club qui veut se bâtir sur le long terme avec des jeunes. Je pense à Colorado, par exemple. Il y a moyen qu'ils viennent d'un coach de college soccer. Il faut le dire, même si c'est rare aujourd'hui. Au début de la MLS, ils venaient quasiment tous de là. Ils ont produit certains très bons coachs. Donc, pourquoi pas regarder là. Cool, et juste pour l'anecdote, donc Anthony Poulis, c'est le fils de Tony Poulis, l'ancien entraîneur de Stoke City. Ils ont même prénom quasiment. Oui, Anthony et Tony. Donc, ouais, effectivement. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Tony Poulis, vous pouvez aller chercher en ligne. C'est un entraîneur qui a fait beaucoup de clubs en Angleterre, puis longtemps en Premier League. Il a été entraîneur de Stoke City en Premier League pendant 7 ans. En tout cas, il est allé à Crystal Palace. Bref, il est allé un peu partout. Et bon, c'est son fils, donc l'entraîneur de Saint-Louis, juste pour la petite anecdote par rapport à ça. Puis, j'aimerais finir sur un petit truc. Je sais que c'est pas trop dans le programme, mais je l'ai trouvé. Je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter. J'étais en train de voir ce que Bobby Warshaw, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien joueur de la MLS qui est maintenant devenu un expert sur le site officiel de la MLS. Bon, bien évidemment, il est anglophone et il parlait des 5 meilleurs transferts faits durant ces dernières journées de mercato. Et il disait, je vais juste vous nommer les 5 selon lui, de 1 à 5, et je veux savoir votre avis par rapport à ça. Donc, pour lui, le meilleur transfert, c'est David Accam à Columbus. Le deuxième, c'est Brian Fernandez aux Timbers de Portland. Le troisième, c'est Calvo à Chicago. Le quatrième, c'est Benny Feilhaber au Sporting Kansas City. Puis le cinquième, c'est Jonathan Lewis à Colorado. Est-ce que quelqu'un veut commenter par rapport à ça? Si c'est par rapport à la qualité-prix, je suis pas trop d'accord avec Lewis, mais le reste, ouais, Accam, je l'ai dit en début d'émission, je pense que vraiment c'est quelque chose qui manquait à Columbus. Et le quatrième, c'est qui, pardon? Le quatrième, c'est Benny Feilhaber à Sporting Kansas City. Feilhaber, comme je disais aussi plus tôt, c'est vraiment un super bon coup parce que
Voilà, c'est vraiment pour faire face à des blessures. Donc, c'est pas pour s'il y a un gars qui va jouer 5 ans, il va sûrement faire le banc dès que les blessures sont arrêtées. Mais il connaît déjà la maison, donc c'est parfait en fait. C'est un gars qui a déjà joué sous Pete Vermes pendant 4-5 ans, qui connaît exactement toutes les ficelles de son jeu et qui pourra s'intégrer très rapidement comme Jovin Jones à Seattle. Donc, c'est un transfert très intelligent. D'accord. Et toi, Anthony, est-ce que tu es d'accord avec lui? Donc, pour lui, Akam numéro 1, Brian Fernandez numéro 2, et puis Calvo en numéro 3. Est-ce que tu es d'accord avec ces choix-là? Oui, oui. Et même moi, j'aurais peut-être monté Phil Harbour à la troisième position parce que j'ai l'impression qu'il peut vraiment métamorphoser la forme actuelle de Kansas City. Mais oui, là, globalement, là, ça serait les 5 noms que j'aurais donné. Ouais, ok. Ben, moi, je suis un peu d'accord avec lui. La seule chose, c'est que je mets deuxième Brian Fernandez à Portland malgré tout ce qu'il a apporté. Et c'est drôle parce qu'il met une petite note dans son paragraphe. Il dit qu'il peut faire en sorte que Portland soit une des 3 meilleures équipes de l'Ouest ou il pourrait en faire en sorte de complètement ruiner l'équipe. Le dernier gros transfert à Portland, c'est Melano pour 5 millions et ça n'a vraiment pas marché. Donc voilà, rien n'est assuré. Effectivement, quel flop. Donc voilà, bref, on est revenu sur ce qui s'est passé en MLS durant cette période de transfert. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, mes deux chers co-rédacteurs de Culture Soccer? Ben moi, vas-y, Antoine. Je dirais juste, moi, un petit instant promo, mais si vous aimez la USL, là, je viens de créer la page USL en français là, pour suivre l'actualité de la USL. J'ai décidé de le faire pour que ce soit plus facile à suivre, puisqu'avant, je le faisais avec mon compte personnel. Donc, j'ai vraiment créé un compte en tant que tel. Là, mais si vous aimiez les actualités qu'il y avait sur mon compte perso, ben ça va être la même chose, mais sur un nom distinct. Oui, c'est très intéressant de suivre ce compte-là. Je vous le conseille tous. Est-ce que tu peux donner ton arrobas sur Twitter? Oui, c'est arrobas USL en français, mais pas de CCD là, sur le C. D'accord, parfait. Et Antoine? Alors, je sais plus c'était quoi la question, parce que du coup on est passé à l'USL en français. Non, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Ah, ben j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer. C'est marrant parce que le mercato MLS vient de finir, mais en fait, voilà, le mercato reprend dans 2 mois. Donc ça va vraiment être une période courte, avec en plus la Gold Cup au milieu, la Coupe du Monde du 20, une période courte avec pas mal de cadres qui vont manquer. La Coupe du Monde féminine aussi. Oui, mais je parlais pour les impacts sur les rêves. C'est vrai que la Coupe du Monde féminine aussi, tout ça sera bien sûr à voir sur Culture Soccer. Mais ça va être très intéressant à voir comment les effectifs vont évoluer aussi en juillet. Parce que par exemple, les Rêves, on disait qu'ils ont raté Mpoku du Standard de Liège, vont peut-être essayer de ramener un joueur désigné du coup cet été. Donc voilà, des choses vraiment à analyser et à regarder. Donc continuez à nous écouter, continuez à regarder la MLS. Plein de choses excitantes qui arrivent. Exactement. Et pour ceux qui ne sont pas encore vendus sur la MLS, moi, je vais vous dire quelque chose. Commencez à regarder cette ligue-là parce que vous êtes sûr d'avoir des surprises de semaine en semaine, d'année en année. C'est ridicule. Je pense que sur les 3 premières équipes de l'Est et les 3 premières équipes de l'Ouest, je pense qu'aucun de nous 3 n'aurait pensé que 5 de ces 6 équipes-là seraient là. Donc, ou bien 4 de ces 6 équipes-là seraient là. Donc, on parle de Philadelphie, de Montréal, du Galaxy et de Houston. Je pense que personne n'aurait pensé qu'au tiers de la saison, ces équipes-là seraient dans les 3 premières de la conférence. En tout cas, c'est très excitant. Suivez-nous, écoutez-nous sur Culture Soccer Podcast, mais aussi tous nos articles sur la MLS, sur l'USL, sur toutes les ligues nord-américaines, sur notre site web www.culturesoccer.com. Moi, je vous remercie de votre fidélité, puis on va se revoir la semaine prochaine. Vous allez nous réécouter la semaine prochaine.